Donc, bienvenue à tous. Aujourd'hui, enfin ce soir, nous allons parler d'Albert Camus. D'Albert Camus et essentiellement ses positions, ses réflexions au moment de la résistance. C'est le titre de la conférence que Jean-Francis Billon va nous donner. C'est la résistance et l'Europe fédérale. Une brève présentation de Jean-Francis, chercheur, éditeur, vice-président de l'UE-France, auteur de Mondialisme, fédéralisme européen et démocratie internationale. Et je dirais, dans la période actuelle, un fédéraliste historique, je peux peut-être le qualifier comme ça, qui a beaucoup travaillé sur le fédéralisme depuis de nombreuses, enfin, des décennies. Nous devions avoir aussi Jean-Louis Meunier, qui est un spécialiste d'Albert Camus, et qui est membre de l'UF également, et qui devait nous parler des lettres à un ami allemand, ce sont de magnifiques textes d'Albert Camus. Malheureusement, il a eu un décès dans sa famille, et l'enterrement a lieu aujourd'hui, donc il n'a pas pu nous joindre. Voilà, donc je vais laisser la parole à Jean-Francis, qui va nous parler de Albert Camus, la résistance et l'Europe fédérale. Oui. Mon titre est même un peu plus précis parce que c'est Albert Camus et le Comité français pour la Fédération européenne. Je me suis permis de rajouter quelques lignes, alors ça ferait 5 minutes de plus que prévu, sur les lettres à un ami allemand, vu l'absence devant lui. En juin 1944, quelques semaines avant le départ des Allemands, le Comité français pour la Fédération européenne rend publique son existence à Lyon. Il diffuse une déclaration, un manifeste, un projet de travail concret. Le Comité français se présente comme un organe du mouvement de libération nationale qui regroupe les mouvements unis de résistance, combat, franc-tireur et libération, ainsi que les principaux mouvements de résistance non communistes de la zone nord. L'un des principaux responsables du CFFE est André Ferrat, ancien haut responsable communiste et du Comintern, exclu du Parti communiste en 1936, 2 ans après y avoir fondé une revue marxiste oppositionnelle au stalinisme. Que faire? Cette revue paraîtra, et il y a d'ailleurs beaucoup d'articles sur l'Europe dans cette revue, jusqu'en 1939. Que faire est aussi un mouvement politique, clandestin au sein du PC. Toute sa branche polonaise, par exemple, sera exécutée ou assassinée. Et un mouvement non clandestin à l'extérieur du PC, regroupant en France et à l'étranger d'anciens communistes, des trotskistes, d'anciens trotskistes, d'anciens socialistes de gauche, d'anciens anarchistes, etc., dont plusieurs se retrouvent durant la guerre et après la libération parmi les fondateurs du Comité français pour la Fédération européenne, puis du Comité international pour la Fédération européenne, le premier 6 de 1949, à ne pas confondre avec celui d'Alexandre Marc plus tard, et enfin du Comité pour une fédération européenne et mondiale qui prend sa suite en 1946. Le Comité pour une fédération européenne et mondiale participera plus tard à la naissance du mouvement fédéraliste européen. Après la disparition de l'Union française des fédéralistes et certains de ses grands dirigeants, en particulièrement Francis Gérard Koumleben et Pierre Lechac, Brison dans la résistance, participeront aux instances du MFE où nous les rencontrerons jusqu'aux années, à la moitié des années 70. Le manifeste revendique le rôle du mouvement de libération nationale
comme avant-garde du peuple français dans la lutte contre l'oppression nazie. Revendique le droit de participer à l'édification de la paix et de l'Europe de demain, crée en son sein un comité français pour la Fédération européenne et énumère les tâches à accomplir. Diffusion et développement des thèses, adhésion nombreuse individuelle ou collective, publication et documentation, comités départementaux, liaison avec les mouvements nationaux pour la Fédération européenne. La déclaration, rédigée en particulier par Ferrat, Gilbert Zaxas du mouvement toulousain Libéré et Fédéré, lui aussi un ancien du PC et de Cocher, et Albert Camus, signale que depuis de longs mois, la propagande en faveur d'une fédération européenne est commencée dans plusieurs des principaux journaux clandestins de la résistance en France, en Belgique, en Hollande, en Pologne, en Norvège, etc. L'idée d'une Europe libérée et fédérée unie, nombre de militants antifascistes allemands. Le mouvement s'est organisé en Angleterre. Un comité de liaison s'est créé en Suisse. Enfin, en Italie, le mouvement fédéraliste européen réunit de nombreux militants antifascistes, enfin libérés des prisons et des îles. Là, c'est une allusion évidente à Altiero Spinelli, Eugenio Rossi et Ernesto Rossi et Eugenio Colorni, qui ont été passés plusieurs années en relégation dans une petite île de quelques centaines de personnes où il y avait un bagne, l'île de Ventotene, où ils écriront un manifeste. Le manifeste pour une Europe unie et libre, qui est le plus important des textes fédéralistes de la Résistance. En France, des militants membres des principaux mouvements de la Résistance ont décidé de créer le CFF. La déclaration résume les idées fondamentales. Impensable de reconstruire une Europe prospère, démocratique, pacifique, sous la forme d'un assemblage d'États souverains séparés par des frontières politiques et douanières. Toute tentative d'organiser la prospérité, la démocratie, la paix par une société des nations du type d'une ligue d'États est vouée à la faillite. L'Europe ne peut se développer dans la voie du progrès économique, de la démocratie et de la paix que si les États nationaux se fédèrent et remettent à l'État fédéral européen l'organisation économique et commerciale, le droit seul d'avoir une armée et d'intervenir contre toute tentative de rétablissement de régime autoritaire. La direction des relations extérieures, l'administration des territoires coloniaux, la création de la sécurité européenne en plus de la sécurité nationale. Les gouvernements nationaux ne seront subordonnés au gouvernement fédéral que lorsqu'il s'agira de questions intéressant l'ensemble des États membres. Le mouvement pour la fédération entend s'appuyer sur les mouvements nationaux qui luttent pour la justice économique et sociale, contre l'oppression politique, pour le libre et le pacifique établissement de leur génie, de leur propre génie spécifique. Mais le texte aussi de la déclaration met en garde contre l'illusion des patriotes, démocrates, socialistes et communistes qui pensent souvent que ces buts doivent d'abord être atteints dans chaque pays séparément et qu'en fin de compte surgira une situation internationale dans laquelle tous les peuples pourront fraterniser. Le CFFE déclare que l'ordre de ces buts était exactement l'inverse. La fédération est le premier des buts que doivent se fixer les éléments patriotes, démocrates, socialistes et communistes. Enfin, le mouvement pour la fédération européenne repousse l'opinion suivant laquelle il convient de remettre à plus tard l'étude de ces questions sous prétexte qu'il s'agit uniquement aujourd'hui de combattre pour la libération nationale. Le mouvement affirme la nécessité que ces tâches soient menées conjointement, sinon
comme en 1919, une organisation réactionnaire de l'Europe risque une nouvelle fois d'être imposée au peuple. Mais à quelle date a été créé le comité français, qui est donc apparu ouvertement par d'immenses affiches dans toute la région Rhône-Alpes à l'époque? Qui a créé et à quelle date le CFFE? A-t-il été vraiment précédé par un comité clandestin pour la fédération? Les informations laissées par Ferrat, son principal animateur, tiennent en quelques lignes dans un curriculum vitae et une note pour le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier. Dans le premier document, il précise que il fonde et dirige la Revue Libre, l'été 1943. Alors, la Revue Libre était une revue clandestine, c'était la revue intellectuelle du mouvement franc-tireur. Il fonde donc la Revue Libre en été 1943. Il fonde avec Piat, Pascal, Baumel, Jacques, Maurice Guérin, etc., le comité clandestin pour la Fédération européenne, fin 1943, début 1944. Il organise le contact avec les organisations de résistance étrangère par la Suisse. Dans le second document, il ajoute, pendant le premier semestre 1944, avec un groupe de membres du même LN dont Franc-Tireur faisait partie, il créa le comité français, etc., en liaison avec le MFE italien, fondé à Milan en août 1943 par des résistants. Une lettre de l'ancien communiste italien Leo Valiani plaide pour l'existence à Lyon d'un comité clandestin antérieur au CFFE et plus ancien. Ancien compagnon de prison de Spinelli à Rome, ancien responsable du PCI, puis membre de Que faire, Valiani écrit à Spinelli que il serait intéressant que tu puisses retrouver la trace pour le Congrès fédéraliste. Alors, le Congrès fédéraliste, je vous le dis, c'est la conférence fédéraliste de Paris de 1945, dont je parlerai après. Il serait intéressant que tu puisses retrouver la trace pour le Congrès fédéraliste du directeur de la revue, entre guillemets, Que faire, rajoute, André Ferrat, un Français, actuellement peut-être membre de la CSFIO, qui, il y a 1 an ou plus, tentait de te contacter. Je ne sais pas s'il y a réussi. Cette lettre du 2 janvier 1944 de Valiani à Spinelli établit que début 1943, peut-être fin 1942, Ferrat, voire d'autres avec lui, avaient commencé une action fédéraliste à Lyon et essayé de contacter Spinelli, encore relégué sur l'îlot de Ventotene. Il est probable que ce groupe était pour partie issu de francs-tirants et du groupe très restreint de la Revue Libre, dont Ferrat et ses proches étaient chargés. C'est sans doute dans le processus de rapprochement entre les organisations de la résistance aboutissant à la fondation des Murs à l'automne 1942, puis à celle du MLN en décembre 1948, que d'autres résistants, Jacques Baumel, à l'époque membre de combat et tenté par le communisme, puis gagné par le gaullisme, Pascal Piat, libertaire et ami de Camus depuis la fin des années 30 en Algérie, Maurice Guérin, démocrate chrétien, futur sénateur du Rhône, du MRP et membre du mouvement de la Fédération. D'autres encore le rejoignent. Des anciens de Que faire également, parfois fort éloignés de Lyon, agissant au nom d'autres organisations. Gilbert Zaxas, au nom de Libérés Fédérés, mouvement fédéraliste proudhonien, inspiré par le juriste et exilé italien antifasciste Silvio Trentin, puis, après le rapprochement des deux groupes, également pour le mouvement lyonnais L'Insurgé, également fédéraliste d'inspiration proudhonienne. Pierre Rimbert, au nom du bulletin et du groupe Liberté, qu'il a fondé à Paris dès juin 1940, avec d'autres membres de Que faire, dont notre ami Pierre Loch. Les Suisses, Robert Bondy, ancien de Que faire,
et René Berthelot d'un groupe allemand ISK, Internationaler Sozialistischer Kampfbund, assure les contacts internationaux de la résistance et du FFE. Alors, Bondy sur Paris et Berthollet sur Lyon, Toulouse. Donc, ces deux Suisses assurent les contacts internationaux de la résistance avec l'étranger via Genève, où demeure qui? Jean-Marie Soutou, très important, membre de la représentation de la France libre, ayant succédé à celle du mouvement Combat, fondé à l'initiative de Henri Freinet. Freinet qui sera fondateur de Combat et qui sera plus tard, pendant une dizaine d'années, président de l'Union européenne des fédéralistes, après avoir été ministre de Gaulle à la Libération. Donc, Jean-Marie Soutou, membre de la représentation de la France libre, lié au milieu fédéraliste et personnaliste chrétien avant la guerre. Bondy et Berthollet, ou son épouse allemande, elle aussi de l'ISK, participeront après, avec Spinelli et Rossi, aux réunions fédéralistes de Genève du printemps 1944, aboutissant à la déclaration fédéraliste de la résistance européenne de Genève. 46. 44. 44. À quelle époque Albert Camus s'est-il impliqué dans le CFFE? Je ne suis pas un camusien patenté, même si Camus m'a intéressé dès 73-74, parce que je me suis dit que Camus ait fait partie de ça, c'est fondamental, il faut bosser. J'ai fait toutes les lyonnaises pendant des années à chercher les informations. Bon, à quelle époque Camus s'est-il impliqué? Je n'ai longtemps pu faire que des hypothèses confortées par la suite à la lecture de la publication d'Alessandro Berzolin, la même idée qui revient de loin, européisme et fédéralisme, chez Camus, au 17e Journée internationale de l'Ours-marin, l'Europe selon Albert Camus. Je signale que nous avons édité déjà 2 livres de Brézolin. Il y en a un que j'ai oublié, qui s'appelle L'Union des différences, qui est une biographie fédéraliste de Camus, si on peut dire pas. Un autre sur 5 inédits de Camus qu'il a découverts, et on en publie un 3e d'ici quelques semaines. Toujours est-il que Ferrat ne mentionne pas Camus comme à l'origine du CFF. Par contre, il est avéré que Ferrat et Camus se sont connus à Alger avant-guerre. Quand Ferrat y allait en tant que responsable du PC pour les questions coloniales en 1934-1935, juste avant la création de Que faire, alors que Camus était chargé par le PC de la propagande parmi les Arabes. C'est entre guillemets. Ferrat aurait-il pu alors connaître ou subodérer l'intérêt naissant de Camus pour le fédéralisme? Je ne le pense pas, ce n'est pas impossible, mais Ferrat avait été chargé en plus du procès en exclusion de Camus du PCF, alors qu'il était lui-même oppositionnel et avait sans doute d'autres priorités. Mais je pense que Pascal Piat, membre de Combat, intellectuel de sensibilité libertaire, ami de Camus à Alger, où ils ont collaboré avant-guerre au journal de la gauche locale Alger républicain, a pu être le lien originel entre lui et le comité français. Mais quels antécédents peuvent-ils expliquer cet engagement? Lorsque Piat vient diriger le quotidien Alger républicain à l'été 1938, Camus devient son collaborateur avant de prendre la rédaction en chef. C'est là, et dans l'éphémère, le Soir républicain, créé par lui après son interdiction. Le Soir républicain, créé par Camus à la suite du journal précédent, du quotidien précédent qui a été interdit, que sont publiés une série de 7 articles d'avril 1939 à janvier 1940. Ces textes, souvent signés de Camus,
via diverses lignes parfois, sont co-signés parfois par Pia. Dans 3 d'entre eux, le fédéralisme est présenté comme la solution pour créer après-guerre un nouvel ordre politique international démocratique, juste et stable. Ces prises de position culminent avec un texte commun, Profession de foi, en réponse à une attaque du journal L'Émancipation nationale du Parti populaire français, du fasciste et futur collaborationniste Jacques Doriot. Brézolin donne d'autres précisions importantes que j'avais sous-évaluées. Intérêt de Camus pour l'Espagne, pays d'origine de sa mère. Caractère fédéral de la République espagnole. Socialisme libertaire espagnol, travaux de Pi Margall et Francesco Ferrer. Contact à Alger avec son professeur de droit, Robert-Édouard Charlier, dont il a commenté plusieurs conférences dans Alger républicain et avec lequel il a rédigé avec Pia divers articles sur la guerre en 1939. Rencontre également à Alger en 1941 avec l'antifasciste italien Nicola Chiaromonte, collaborateur de Giustizia e Libertà, et lié avec les milieux des exilés antifascistes en France, en Europe et dans le monde, même sans doute avec Silvio Trentin. Pia s'installe à Lyon à la fin 40, intègre le combat début 42, avant d'être appelé à Paris comme secrétaire général adjoint des Murs, été 43, puis de parcourir la zone sud pour y installer les commandos départementaux de la Libération 44. Pia amène Camus à rejoindre le combat, puis lui demande de le remplacer à la direction du journal clandestin. Fin 43, Camus, malade, installé dans la Haute-Loire, s'engage dans la résistance et rejoint le combat. Son engagement, y compris au CFFE, à la même époque, est indissociable de la publication de ses lettres à un ami à l'autre. Les plus importants de ces écrits clandestins, dont la troisième oppose 2 visions de l'Europe, celle des nazis ou de la collaboration et celle humaniste de la résistance. La première a été publiée dans le 2e numéro clandestin de la Revue Libre de francs-tireurs, mouvement de Ferrat, en février 1944. La deuxième dans les Cahiers de Libération, autre mouvement des Murs, début 1944. La troisième, toujours destinée à la Revue Libre, n'a pu paraître avant la Libération, car le numéro de cette revue a été saisi par les Allemands et détruit avant diffusion. La troisième lettre a donc été publiée dans le numéro 58 de l'hebdomadaire Liberté, créé par Rimbert, membre du CFFE, comme un journal clandestin, et est donc publié dans le numéro 58 de l'hebdomadaire Liberté, toujours dirigé par Rimbert, en 1945. La quatrième sera publiée seulement après-guerre chez Gallimard, dans le volume d'Albert Camus, Lettres à un ami allemand, première édition en 1946. Nous espérons les rééditer l'année prochaine dans un ouvrage de Jean-Louis Meunier qui devait être là ce soir. Mais on ne les publiera que si Catherine Camus nous autorise à le faire, parce que c'est une édition critique et commentée d'une grande importance. Sans ça, on attendra 3 ans que tous les textes de Camus écrits de son vivant soient libres. Ça nous permettra de publier notre bouquin et de nous publier un bouquin que Catherine Camus elle-même nous avait réclamé quand on avait publié le premier bouquin. Elle avait dit « C'est formidable, je vais adhérer à l'UF, mais il faut que absolument vous fassiez une anthologie des textes fédéralistes de mon père. » Brézolin a fait l'anthologie et a dit « J'interdis qu'on la publie. » On devait faire cette conférence à Lourmarin, ça nous a été refusé. Camus, sollicité par Spinelli sur conseil de Ferrat, rencontré
durant son séjour à Lyon de début 1945 avec sa compagne l'antifasciste allemande Ursula Hirschmann, va être l'un des promoteurs de la conférence fédéraliste de Paris de mars 1945, sur laquelle une historienne, Cinzia Rognoni Vercelli, a présenté peu avant sa mort, il y a quelques années, dans La force de l'âge, très importante contribution sur laquelle je ne peux malheureusement pas m'étendre. Signalons que Camus a signé les lettres d'invitation à la conférence. Robert Belot est persuadé qu'il a également fait un discours au début de la conférence. Je n'en ai jamais vu. Et aucune évidence nulle part. La conférence de Paris voit, donc printemps 1945, alors il y avait un Anglais, un Allemand anti-nazi d'Angleterre, mais qui n'a pas eu le droit de venir. Bondy et Berthollet ont été arrêtés à la frontière, ils n'ont donc pas venu. Mais il y avait Spinelli et Ursula Hirschmann, parce que Spinelli était, bien qu'il avait 20 ans de prison en Italie, et qu'il ait démissionné très rapidement du Parti communiste dans le milieu des années 30, était encore interdit de présence en France à la Libération. Il est donc venu avec un faux nom corse et sa femme avec un deuxième faux nom corse. Ça apparaît d'ailleurs dans les actes de la conférence. Bon, excusez-moi. Oui, alors donc, la conférence de Camus voit la transformation du CFFE par l'arrivée de Spinelli, de Willy Eichler, d'un Britannique qui s'appelle Tsin, qui est peut-être un ancien des services secrets britanniques. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Bon, toujours est-il que le CFFE se transforme à Paris en comité international. Il sera dirigé par Francis Gérard Kumleben, exilé allemand anti-nazi depuis le début des années 30 et ancien secrétaire du CFFE après Ferrat. C'est le CFFE de Lucif qui rend possible la réunion fédéraliste internationale de Hertenstein de l'automne 1946. Il y est représenté, de même que celle qui réunit les fédéralistes européens et mondiaux, organisée par la Fédérale Union britannique à Luxembourg, puis à La Réunion, qui, dans les locaux du mouvement La Fédération en décembre 1946, voit la création de l'UEF. Le CIF, transformé en CFM, sera représenté au Congrès de Montreux de septembre 1947, où se réunissent en parallèle le premier congrès statutaire de l'UEF et le congrès fondateur du mouvement universel pour une confédération mondiale. Alors là, quand je vais citer les bouquins tout à l'heure, je vous signale que l'abbé Pierre, effectivement, sera le président du comité exécutif du mouvement du World Federalist Movement for World Government pendant les 5 ou 6 ans où il sera parlementaire. Et c'est là qu'on est en train d'essayer de publier les textes fondamentaux de l'abbé Pierre sur le fédéralisme pour l'année prochaine, en particulier des échanges de courriers avec Gandhi et Einstein. Ces deux autres militants fédéralistes, je le cite. Il est indubitable que Camus continuera d'accompagner un temps les fédéralistes européens après la guerre, après la libération, mais principalement dans ses prises de position journalistiques, même s'il abandonne progressivement divers engagements militants et répugne parfois à continuer à donner son nom à des activités dans lesquelles il n'a plus le temps ou le désir de s'engager personnellement et activement. S'il délaisse quelque peu le fédéralisme européen, par contre, Camus restera très actif en 1948 dans son soutien au jeune américain Gary Davis dans ses actions pour la citoyenneté mondiale.
Camus est considéré comme le rédacteur d'une autre déclaration fédéraliste, la déclaration d'Oran, demandant la réunion d'une assemblée constituante mondiale élue le 18 novembre 1948 à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies, alors réunie au palais de Chaillot, parce que le siège de New York n'était pas encore construit, par l'Américain Gary Davis, puis après son expulsion par la police militaire, par le résistant proche de Freinet et les fédéralistes Robert Sarrazin. Camus a lui aussi été expulsé physiquement par les flics du palais de Chaillot lors de cette action. Le jeune Pierre Berger, futur couturier, allant même dans ses souvenirs jusqu'à écrire qu'ils ont été ensemble arrêtés et enfermés dans une cellule et qu'on y a passé une nuit plutôt agréable. Je ne l'ai jamais oublié, puisque l'occasion de se retrouver enfermé aux frais de l'État avec un futur prix Nobel de littérature n'arrive pas à tout le monde tous les jours. En ce qui concerne, par contre... Vous n'avez pas encore rencontré Yves Saint-Laurent? C'était avant, oui. C'était avant. Camus n'a pas protesté chez MeToo, que je sache. Bon, en ce qui concerne par contre son engagement pour une Europe fédérale, je pense, hein, là je ne ferme pas encore, mais je vais travailler dessus, je pense que nous pouvons faire un parallèle entre l'attitude de Camus et celle d'autres fédéralistes de la résistance, et en particulier celle d'Ernesto Rossi, le deuxième principal auteur du manifeste de Ventotene avec Spinelli. En effet, Camus estimera assez vite après la libération et devant la volonté des trois vainqueurs de la guerre, la Grande-Bretagne, mais aussi et surtout les États-Unis et l'URSS, de reconstruire l'Europe sur la base des anciens États nationaux et non pas sur une base fédérale, que ce combat fédéraliste n'a plus beaucoup de sens. La fédération ne verra pas le jour. Donc, Camus va faire autre chose. C'est, à mon avis, pourquoi notre ami Henri Vautreau, secrétaire du CIF puis du CFEM, aura beau lui écrire à diverses reprises « Vous qui êtes le fondateur de nos mouvements, vous ne participez plus, etc. » Toutes les lettres sont dans les archives de Vautreau. Et il y a des réponses. Non. Il lui écrit à 5-6 fois à la fin des années 40 et au début de la décennie suivante, il n'aura jamais de réponse. Alors, dernier point, parce que je vais continuer à travailler dessus, il semble que Spinelli, plus tard, sans doute vers 59-61, après la CED, ait tenté d'impliquer Camus dans la campagne pour le peuple du Congrès du peuple européen. Ils ont eu des réunions à Paris pour en parler, au moins une, au début, sans doute en 61, parce que Camus est mort en 62. Mais là, c'est un domaine sur lequel je n'ai pas encore travaillé. Mais je sais que Spinelli a écrit, et je crois qu'ils se sont rencontrés, à Camus pour qu'il prenne la tête du CPR. Mais on ne sait pas quelle aurait été la réponse. Alors, je vous signale quand même que je vais continuer à travailler là-dessus. Parce que le comité français a publié 2 cahiers de 50 à 100 pages, un pour préparer un à Lyon en janvier 45 pour préparer la réunion de Paris. Et ils ont publié les actes. Ils ont publié les actes en août 45 de la réunion de Paris. Ce sont 2 publications qui s'appelaient les cahiers pour la Fédération européenne. Dans le deuxième cahier, dans le secrétariat de l'organisation, apparaît le nom de Camus. Bon, j'ai demandé au fond qui possède ces deux cahiers l'autorisation de les publier l'année prochaine pour les 80 ans de la fondation du comité. J'attends une réponse avec une introduction assez longue. Mon texte ici
est un résumé très bref d'une quarantaine de pages que j'ai publié il y a une vingtaine d'années dans un colloque en Italie. Donc, je voudrais pouvoir publier les 2 cahiers, une introduction développée, mais je ne sais pas encore si ce sera possible. Et la présidente des recherches camusiennes, qui a eu la gentillesse de venir à Lyon, où j'ai fait une conférence il y a un mois, la même, m'a demandé, elle m'a dit, vous avez travaillé sur des choses que tout le monde ignore sur Camus, je vous demande un article de 40 000 signes pour notre revue de décembre. Donc, je ne sais pas raconter des conneries. Apparemment, c'est vrai. Désolé si j'étais un peu long. Un grand merci. Un grand merci, Jean-Francis, c'était passionnant. Je ne sais pas s'il y a éventuellement des questions à poser à Jean-Francis. Est-ce que votre article sera, votre conférence a été enregistrée, non? Oui, oui, c'est enregistré. Et est-ce que le verbatim, enfin, je ne sais pas si l'auteur est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il soit diffusé? Parce qu'il y a des références précises, quoi. Oui. Oui. Qui sont quand même, Alors, je l'ai publié déjà dans Fait des choses, mais j'ai rajouté aujourd'hui le petit passage. Ça me chagrinait que Vautreau n'ait pas de réponse. D'autant plus que tu l'as connu. Oui. C'était un type adorable. Oui. Euh, C'est écrit comment, Vautreau? il m'avait légué toutes ses archives fédéralistes. Et sa fille, après la mort de sa femme, Vautreau avait été amputé des 2 jambes. Les 2 fois où je l'ai vu en Normandie chez lui, il était dans son fauteuil et il courait à une vitesse folle d'un bout. Henri Vautreau était un employé des postes qui a été secrétaire du CFFE, du CIF après, qui a travaillé avec les fédéralistes mondiaux. Je ne crois pas qu'il était à l'US. Il a été très longtemps adhérent de presse fédéraliste. Il nous envoyait pas mal d'articles et il m'avait dit: je te lègue mes archives devant sa femme. Sa femme n'a pas eu le temps de les transférer. Sa fille le savait. Je les lui ai demandé X fois parce que je voulais les transférer à Florence. Elle m'a dit que non, s'il y avait 3 lettres avec Kabul, elle préférait les vendre sur eBay. De toute manière, son père l'avait jamais respecté, s'était jamais occupé d'elle et qu'elle les détruirait. C'est sa petite revanche. Tu écris comment, Vautreau? V-A-U? T-R-O-T. Bon, donc je l'ai déjà publié plus haut. Non, j'ai rajouté, je pense vraiment que l'arrêt de l'intérêt de Camus pour l'Europe fédérale, c'est intéressant. c'est ça le point de clé. Ouais. Je ne comprends pas. Mais oui, bon, mais je pense qu'il s'est dit, les trois grands vainqueurs, c'est plus possible. On va faire un petit truc entre nous occidentaux et qu'est-ce qui se passe avec l'Europe de l'Est? Bon, ben, il n'était pas très militariste non plus. Hein. La CED, ça ne devait pas le faire, ça ne devait pas l'exciter beaucoup. Je pense que c'est ça. Parce que dans le bouquin qu'on a publié sur Rossi, il y a tout un développement d'Antonella Braga, qui est une amie italienne, sur pourquoi Rossi a abandonné le combat fédéraliste. C'est pour ces raisons-là. Ça paraît logique d'ailleurs. Oui, ça ne me paraît pas idiot. Ah non, ça paraît logique parce que c'était très difficile à cette période-là où les États-Unis, la Russie et l'Angleterre avaient sauvé l'Europe. C'était très compliqué de faire une Europe fédéraliste au milieu. C'était pas le moment, je pense. La raison d'État soviétique n'en voulait pas. Déjà, les États-Unis, Les sûrement États-Unis ne voulaient pas s'emmerder avec les... Et l'Angleterre, certainement pas. Et De Gaulle non plus. Absolument. Bien sûr. Oui. Parce que ici même, à Aix-en-Provence, il y a une fondation d'ailleurs qui s'appelle la Fondation Saint-Jean-Perse et qui a recueilli les archives de quelqu'un qui s'appelait Alexis Léger. Léger qui a également été prix Nobel de littérature, je crois. Oui.
Oui. sous le nom de Saint-Jean-Perse, Oui, oui, absolument. a écrit en tant que secrétaire général du Quai d'Orsay, l'équivalent du ministre des Affaires étrangères. Je crois de mémoire que son référent politique, c'était, je ne suis pas sûr, Aristide Briand, mais je le à vérifier. Enfin, a écrit dans les années 1927 ce qui est considéré comme un des tout premiers textes en faveur du fédéralisme européen. Et ça Avec Gaston Rioux, avec quelques autres. le manifeste pour les États-Unis d'Europe. Saint-Jean-Père, c'est quand même une figure très controversée, donc peut-être pas très controversée. Hein. Moi, je ne connais pas ce qu'il en est, mais Je connais très mal l'écrivain. ce qu'il en est, c'est que, en fait, De Gaulle, il s'est exilé après aux USA, et De Gaulle voulait, puisqu'il avait une renommée, un savoir-faire certain, s'attacher ses services dans le gouvernement de l'après-guerre, et il a refusé. Il a refusé. On peut penser que c'était aussi une espèce de détachement littéraire, un peu spiritualiste du monde politique, de la réalité politique de l'après-guerre. Et puis aussi, il n'appréciait pas peut-être le côté un peu nationaliste de Gaulle. Donc on a un parallèle qui est intéressant. Dans quel numéro de Fait des choses tu as publié ça? Oh, il y a plusieurs fois. Après le colloque, attendez, le colloque c'était un colloque de 2008, vous voyez. Mais vraiment, à l'époque, je le sais que dans son bouquin sur Henri Fresnel, le plus gros, là, notre ami Robert Belot, l'historien, lui est historien, moi je ne le suis pas. Je le suis devenu un peu par passion. Belot, dans son bouquin, a mis une note où il dit que Jean-Francis Billon vraiment avait été le premier à se pencher là-dessus, sur ce truc novateur que peut-être tout le monde ignorait. Non, Les numéros de Fait des choses sont pas en ligne. oui, maintenant, oui. Donc, il est possible de retrouver cet article. J'ai entendu citoyenneté universelle, si je ne me trompe pas. Vous avez parlé de citoyenneté universelle, me semble-t-il. Citoyenneté mondiale. Mondiale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien, alors, je vais prendre l'exemple de l'abbé Pierre. L'abbé Pierre, dans l'Europe en formation d'ailleurs, a publié une fois un article où il dit jeune prêtre et résistant, jeune député du MRP, on m'a demandé d'aller représenter les parlementaires français à un congrès à Montreux. Les fédéralistes se réunissaient. Quand j'y suis arrivé, j'ai dit ça m'intéresse leur truc. Je réduis. Ça m'intéresse leur machin. Après, avec tout ce qui s'est passé en Europe, je vais quand même pas aller me battre vers l'Europe. Elle est déjà faite avec ces conneries. Ça ne vaut pas la peine de se battre. L'Europe, le fédéralisme va couler de source. Donc, je vais m'intéresser aux fédéralismes mondiaux. Et c'est là qu'il a pris la responsabilité. Donc, je crois qu'il était président du comité exécutif du World Federalist Movement pendant 5 ou 6 ans. Et dans cet article qui a été publié dans l'Europe Transformation, je ne sais plus, il y a 15 ans, 20 ans, il disait si j'avais vu que l'Europe ne se ferait pas, j'aurais adhéré plutôt à l'UEF. Bon, et ça m'a fait marrer à l'époque, mais l'abbé Pierre était toujours fédéraliste. On a fait une conférence sur Camus, où j'avais parlé d'ailleurs à l'Assemblée nationale, ou non, au Sénat, il y a une dizaine d'années. On a eu l'abbé Pierre. Il était dans son EHPAD, au vieux curé,
Et on a eu au téléphone avec Géry Bourgeois. Allô, comment tu vas, Géry? Ah oui, fédéraliste. Il nous a fait tout un baratin. Mais on ignore très souvent que des tas de gens ont été fédéralistes. Si je vous parle de Senghor, Senghor était président de l'intergroupe fédéraliste de l'Assemblée nationale pour les votes sur la CED, Communauté européenne de défense, avant d'être président du Sénégal. Ça veut quand même dire que Césaire, presque tous les grands humanistes sont fédéralistes, à un moment ou l'autre de leur vie. à un moment ou l'autre. Prévert, le poète. Non, j'ai mal Césaire. Je ne sais pas. Césaire. Césaire, Aimé Césaire. Aimé Césaire. Aimé Césaire. C'est pour ça que l'abandon, enfin l'abandon, un peu l'oubli du fédéralisme par Camus, ça m'interpelle beaucoup. Pourquoi il a abandonné? Oui, alors, c'est pour ça. Le contexte. Je vais là, attendez, Ouais, ça ici, colle pas, je ne veux pas le publier tel quel parce que je veux en parler, par exemple, avec des vrais camusiens. c'est ça que je comprends pas. Hein. Est-ce que tu penses que mon hypothèse de dire c'est foutu, la période révolutionnaire est terminée, ça n'a pas marché, passe à autre chose? Je ne sais pas. Ben, Je- ça, C'est une hypothèse, c'est une il hypothèse. n'a pas changé d'idéal, il a arrêté parce qu'il sentait son idéal trop difficile à la limite à atteindre. C'est ça qui me déçoit. Non, mais je ne sais pas, je ne sais pas. Là vraiment, je parle, là, Ça m'interpelle. Après, si tu veux, de la réunion du traité de Rome en 57, on va faire une Mais oui, mais c'était le- économique parce qu'on n'arrive pas à faire une Europe politique. Step by step, mais Non, mais je veux dire, voilà, il ne se reconnaît pas dans cette Europe économique. il se reconnaît, c'est effectivement ça. Donc voilà, l'Europe économique est Alors, sur le rail et Fabre là, il n'est pas intéressé. Brezolin le dit. C'est une énigme, il faut fouiller. Oui, il faut fouiller. Mais Parce que c'est curieux. je ne suis pas camusien, je vous rappelle. C'est curieux. Il y a quand même des écrits de Camus qui sont tous ces éditoriaux et articles dans le combat Oui, bien sûr. qui ont été publiés, collectionnés, etc. Moi, je me suis astreint, sans la difficulté d'ailleurs, il y a quelques années, après une réunion de marin, à lire, et j'ai trouvé aucune trace. Du pourquoi. Mais non, je sais. C'est pour ça que je ne veux pas affirmer ça. Je dis que c'est une hypothèse. Je sais que Rossi, c'est ça. Rossi connaissait que Et c'est d'autant plus curieux qu'il a été beaucoup déniché. Il disait qu'un tel avait écrit, etc. Ah oui. 5 fois, il n'a pas eu de réponse. C'est curieux. Comment s'appellent les archives où il y a un fonds Camus? Ici, à la Méjane. À la Méjane. C'est à la Méjane. C'est ce que je dis. Moi, c'est à la Méjane, il y a 30 ans, Oui. que j'ai découvert les lettres de Vautreau. Il y en a, je dis 3 ou 4, 5, 6, j'en sais rien, mais il y a plusieurs lettres. Désespéré. Vous, notre président, vous nous laissez tomber. Corniche, pas de réponse. Je comprends pas. Alors, peut-être C'est que d'autant plus curieux que ce n'était pas, moi je suis camusien, mais pas au niveau de sa biographie, ce n'était pas homme à ne pas répondre. Et c'était pas un Il homme répondait. à arrêter des convictions. Et en plus, C'est ça qui est étrange. Quelqu'un a évoqué C'est peut-être par très l'entourage. curieux. Est-ce qu'il y avait la possibilité d'un filtrage des courriers qu'il recevait? Oh, ah, c'est pas. Il y a bien une raison, il y a une raison un peu. alors il est vrai qu'il est mort en, je sais, 60. 60, hein, 60. 60. Ça veut dire que là, on a eu une décennie de 50 à 60 où il a pu être très occupé par mille et une choses. Et au moment où il aurait pu peut-être se retrouver, s'exprimer, pof, Non, c'est possible. il a disparu. Mais on voit que le fédéralisme reste quand même encore Oui, bien sûr. la déclaration d'Oran. quand même. Alors, oui. justement, la déclaration d'Oran, ça c'est le pied noir qui se révèle. La déclaration d'Oran d'une part, et puis tu as cité 3 articles parus, alors si j'ai bien compris, ou dans Alger républicain, qui était effectivement le journal de gauche, où
Le dans un soir, autre journal, le soir, République. le soir républicain. Où est-ce qu'on trouve ça? Où est-ce que tu as trouvé ces références? Dans des bouquins, dans des. T'en sais pas. En 40. Si, là, mon article, là, j'ai fait 5 pages, hein, 3 pages et demie, parce que ça doit. Vous voyez que j'ai quand même des problèmes de diction. Oh, ça va. C'est très bien. Mais non, c'est vrai. J'aime autant prévenir parce que je vous donne un conseil, c'est de ne pas faire d'AVC. On va essayer. On va essayer. Et encore, quand c'est bien tiré, je l'ai fait chez mon infirmière. J'ai été pris au bout de même pas 1 heure. L'hôpital. Mais je n'ai pas de problème à écrire sur Camus, mais pour la mémoire récente, c'est dingue.